Jungle. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Dingue de Sport sur la radio qui mouille le maillot Sport FM 100 ans, la 91.9 que vous pouvez retrouver sur le www.sportfmtg.com et sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, que sais-je encore. Merci de nous faire confiance. On espère que à votre niveau, la semaine a bien commencé et qu'on va bien débuter cette émission avec vous. Alors, pour aujourd'hui, on va transporter un peu l'émission au-delà de nos frontières pour parler un peu de cette performance inégalée des D-Tigers du Nigeria qui gagne pour la 5e fois d'affilée l'Afro-Basket féminin. Ça fait au total 7 titres pour les Nigérianes, le 5e d'affilée, on l'a dit, et elles font tomber le record des Sénégalaises qu'il avait gagné à 4 reprises d'affilée entre 1974 et 1981. On va parler du CHAN 2024 qui a lieu actuellement en Tanzanie, le pays hôte, sinon l'un des pays hôtes. Les Taifa Stars de la Tanzanie ont bien commencé en dominant les étalons 2-0. On va parler un peu de cette compétition. Pourquoi le Togo n'y arrive plus depuis la participation avec Jean-Paul Dossé à Balo. On s'en souvient, le Togo n'a plus goûté à cette participation du CHAN. On va voir un peu pourquoi. Et on revient au plan national pour parler du début du championnat national de football des dames au niveau de la première division. L'AS OTR commence bien. Asco aussi, qui a balayé Semassi 5-1. On va en parler. On parle du titre de Semassi, champion de la D2 saison 2024-2025 après avoir battu difficilement, il faut le dire, le Dynamique Togolais 1-0. Et on va noter que les deux clubs sont de retour dans l'élite dès la saison prochaine. Comment ça s'explique? On va voir tout ça. Invité aujourd'hui, c'est Latif Yuruma et Grégoire Attignon. Oloufade Adekambi, le coach des guerriers, devrait être en ligne. Merci de nous faire confiance. La vidéo, comme toujours, est gérée par Sir Fonelum et la mise en onde est l'affaire de Olivier Koudjo. Ok, merci de nous choisir. Bonne arrivée. Et merci de nous faire confiance. Merci de choisir Sport FM, la radio qui mouille le maillot. Excellente on va dire semaine à toutes et à tous. Alors, c'est le premier numéro de Dingue de Sport cette nouvelle semaine. On a autour de la table ici Latif Yuruma de retour d'Atakpamé. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franck, bonjour à tous. Grégoire Attignon était lui à Lomé pour coordonner tout ça. Merci d'être là. Bonjour Franck et bonjour à tous les fidèles auditeurs. Très bien, on va dire tout simplement qu'on va commencer par l'Afrique. L'Afrique avec d'abord l'Afro-Basket féminin où le Nigeria règne en maître. 7 titres au total, le 5e d'affilée la dernière fois à Abidjan après avoir battu le Mali 78-64. C'est sans égal pour le moment, Latif Yuruma. Au-delà de cela, c'est aussi une année pour le Nigeria, parce que le Nigeria venait en tout cas de remporter la Coupe d'Afrique des Nations de football. Et voilà les Tigers qui remportent également l'Afro-Basket. Il faut au-delà donc du Nigeria, au-delà aussi par exemple du Sénégal et ces autres nations, dire que l'Afrique subsaharienne, en tout cas au niveau des sports de main, arrive curieusement, alors que souvent quand on voit ce qui se passe outre-Manche avec bien sûr les pays européens qui jouent, et quand vous voyez le Maghreb, on se dit en réalité c'est le Maghreb qui devrait en tout cas dominer ce genre de sport. Mais il se fait que c'est quand même l'Afrique noire qui est au devant de la scène, avec justement le Nigeria qui est devant, que ce soit en football, que ce soit aussi dans ce sport-là. Et donc l'Afro-Basket, vous savez, c'est le rendez-vous des meilleures nations d'Afrique. Et quand vous avez une équipe
l'équipe du Nigeria qui fait la loi cette fois, en tout cas championne dans cette épreuve-là. Je crois que c'est quand même du travail qui se fait à ce niveau-là. Un record d'ailleurs qui est tombé, c'est-à-dire ils ont fait mieux, ou elles ont fait mieux, puisqu'on parle des dames, que les Sénégalaises. Je crois que c'est quand même une consécration au-delà du basket, quand même, pour une année 2025 pour le Nigeria. Et Grégoire Attignon, ça devrait donner des idées. Il y a des pays qui travaillent, qui font bien les choses. Oui, on peut dire qu'il n'y a pas de comparaison à faire entre le basket féminin nigérian et celui du Togo, parce que ce basket-là, nigérian, à des joueuses, voilà, aux États-Unis, beaucoup d'internationales, on va dire. Oui, le Nigeria règne encore une fois sur cette compétition et dire que le Nigeria n'avait pas tellement bien préparé ce tournoi-là parce qu'il y a eu des difficultés financières. Le programme, le planning établi pour la préparation n'a pas été respecté parce que oui, la fédération a soumis le planning et de même que le budget de la participation de l'équipe à cette compétition, mais la fédération, l'État n'avait pas vite réagi. C'est dans les derniers moments que l'État a réagi et donc le regroupement n'avait pas été fait comme cela se doit. Mais une fois encore, les Nigérians ont tout simplement plané parce que oui, le Nigeria possède donc des joueuses qui sont quand même de haut niveau, qui sont au haut niveau et qui ont démontré donc tout ce dont elles sont capables et ça a été fait tout simplement. Et donc ce qui veut dire que le Nigeria, quand on parle du basketball sur le continent, le Nigeria reste quand même une référence. Oui, Latif a parlé tout à l'heure des pays maghrébins, mais à côté de cela, il y a également l'Angola, il y a encore d'autres équipes malheureusement qui n'ont pas véritablement montré grande chose, surtout l'Angola qui a été éliminé donc dès la phase de poule, qui n'était même pas donc de façon curieuse. Oui, qui n'était même pas donc arrivé en quart de finale de cette compétition. C'est un peu la surprise. Et là, ça a profité quand même aux Nigérianes qui ont su quand même essayer de montrer tout ce dont elles sont capables, et surtout cette finale là, il faut dire que ça n'a pas été du tout facile parce qu'à la fin de la première période, premier mi-temps, après les deux premiers quarts-temps, le score était de 41-41, ce qui veut dire que le Mali aussi était venu donc avec une ambition de bousculer un tout petit peu la hiérarchie, mais dans les deux derniers quarts-temps, ces Nigérians ont frappé fort, surtout avec leur star, Ami Okonkwo, qui a été élu MVP de cette compétition. Oui. Et donc le Nigeria tout simplement a repris, bien ou bien a pris ce qui lui appartient tout simplement, vous l'avez dit, une 5e consécration d'affilée, un 7e couronnement pour les Tigers. Je crois qu'elle les mérite, même si on parle encore de cette préparation qui n'a pas été imaginée si cette équipe avait bien préparé cette compétition, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas d'équipe. Oui, Latif Irouma, depuis 2017, le Nigeria a toujours gagné dans le tableau féminin à l'Afro-Basket. Comment peut-on en arriver là ? C'est quand même le Mali en face, champion d'Afrique en 2007, si je me trompe. Oui, mais c'est un choix, puisque quand vous prenez certaines nations, vous savez, des fois, on ne peut pas décider de tout embrasser. Le Nigeria a fait le choix, bien sûr, de choisir certaines disciplines, et parmi ces disciplines-là, on a quand même le basketball, parce que écoutez, elle domine aussi le foot, on va dire. Oui, mais elle ne domine pas, par exemple, le karaté. Elle ne domine pas le taekwondo. C'est pourquoi je dis, alors que quand vous allez ailleurs, quand vous allez en Côte d'Ivoire, on va vous dire, mais écoutez, après le football, c'est le taekwondo. Parce que sur le continent, la Côte d'Ivoire fait partie des meilleures nations dans cette discipline-là. Et donc, au niveau du Mali, par exemple, le Mali a choisi une année donnée de lancer des disciplines, mais en basant, en mettant plus d'énergie sur le basketball. Et toutes les disciplines sont aidées, mais particulièrement le basketball. Aujourd'hui, on a ce qu'on a. Même si, oui, ces Maliennes ne sont pas quand même championnes, n'ont pas gagné, mais quand même, elles étaient en finale. Et quand vous montez une discipline à un niveau donné, vous faites tout pour maintenir cette discipline-là. Aujourd'hui, quand on parle quand même du rugby, mais écoutez, le monde entier, quand même, respecte l'Afrique du Sud. Bien sûr. Et on ne peut pas... Champion du monde en titre. Mais écoutez, et donc, l'Afrique du Sud fera tout
pour garder cette position par rapport au moins à ce sport-là. Lorsqu'on parle quand même de rugby, oui, on dira l'Afrique du Sud. Donc, je crois, Grégoire a parlé de l'Angola. Oui, l'Angola aussi, lorsqu'on parle quand même à plusieurs fois voilà, du basket. Et la basket, quand même, c'est quand même la discipline phare. La discipline phare. Elle vient, cette discipline-là, avant le football. Mais alors, nous, on a choisi, par exemple, au Togo, de faire quoi? De mettre quoi devant? D'abord, on embrasse tout, mais on ne sait pas, parmi tout qu'on a embrassé, dire, ok, on va au moins prioriser tel. Au niveau des sélections, c'est vrai, on donne pratiquement tout au football. Mais alors, quand on donne tout vers le haut, qu'est-ce qu'on fait vers le bas pour maintenir le haut? Par exemple, quand je dis le haut, à un moment donné, on a eu l'Euro avec les éperviers, par exemple, qui se sont qualifiés pour le mondial. Et rapidement, on aurait pu dire qu'on fera tout pour que chaque année, puisque le mondial c'est chaque 4 ans, on fera tout pour que chaque 4 ans, on soit là. Et donc ailleurs, c'est comme ça se fait. Aujourd'hui, les 10 Tigers sont en tout cas cette fois championnes. Mais vous pensez que l'année qui vient, elles vont vouloir lâcher le trophée? Elles vont vouloir toujours gagner parce que le Nigeria a choisi de maintenir en tout cas le basketball nigérien à un niveau donné. Donc c'est une décision, une volonté politique des autorités, même si ça a retardé. Ces autorités ont fini par sortir l'argent. On n'a pas dit non, il n'y a pas d'argent comme dans d'autres pays. Ouais. Voilà. Oui, Latif parlait de la volonté politique. Et je crois qu'il faut véritablement cette volonté politique-là. Ça manque quelque part. Ça manque au Togo. Attends, ça manque au Togo. Il y a de cela quelques semaines, le Togo était à la Coupe d'Afrique des Nations de beach volley. Le Togo revient avec la 3e ou la 4e place. Le Togo a décroché sa qualification pour le mondial qui va se jouer en novembre prochain à Adélaïde en Australie. Quand cette équipe est revenue du Maroc, de Martil, jusque-là, aujourd'hui, là où nous sommes, est-ce que cette équipe a été reçue par le ministère des Sports et des Loisirs? Non. Mais qu'est-ce qui se fait maintenant? Si c'est le football, vous allez voir tout ce qu'on va faire autour donc, de cette discipline-là. Bah, oui, parce que le Togo est qualifié pour la CAN, le Togo est qualifié pour la Coupe d'Afrique, pour la Coupe du Monde, on va se mobiliser. Mais on parle de beach volley. Mais c'est également une équipe nationale. Même si c'est composé d'une seule personne, c'est également, on parle, ça dit qu'ils sont allés défendre les couleurs du Togo. Et ils ont tout fait, ils ont battu des équipes, ils ont battu l'Égypte. Et quand on parle de beach volley en Afrique, ils ont battu le Maroc aussi. Ils ont battu le Maroc, ils ont battu le Cap-Vert. Alors que quand on parle de beach volley, ce sont des pays de référence, ce sont des équipes de référence. Le Togo a réussi, le Togo de Kotoka Abraham et de Samani a réussi à battre ces équipes-là pour se qualifier. 4e continental. 4e continental, pour se qualifier pour la Coupe du Monde. Mais qu'est-ce qui est fait? Rien n'est fait. L'équipe est revenue depuis. Vous voulez dire que ça manque de vision? Est-ce qu'on va parler de vision? Ça dit que c'est une manque de volonté. C'est une manque de Il faut avoir une vision pour mettre la volonté dedans. Mais voyez un peu. Donc, quand vous faites ça, dans quel état vous mettez les athlètes? Écoutez, oui, on a parlé tout à l'heure du Nigeria, mais au dernier moment, l'État a débloqué des sous parce qu'on sait que le Nigeria reste pays détenteur du trophée. Donc, le Nigeria ira défendre son trophée-là. Il faut quand même soutenir cette équipe, même si on dit qu'il n'y a pas les moyens. Mais ici, oui, il n'y a pas les moyens, mais apporter le peu à cette équipe-là. Depuis que ces garçons-là sont revenus de Martil, qui les a reçus? Personne. Et pourtant, ils ont fait quand même une prouesse. Ils sont qualifiés pour la Coupe du Monde. Ils ont une Coupe du Monde à disputer en novembre. Ça vient très vite. En Australie. En Australie, à Adélaïde. J'espère qu'ils auront le billet d'avion. Hein. Ah, on verra bien. De toutes les façons, Noël Tadénian se bat pour ça. Et c'est sûr ça ne devait pas être comme ça. Ça ne devait pas être seulement l'affaire du président de la fédération. Moi, j'ai écouté... Peut-être ils vont être reçus. Ouais. J'ai écouté Kotoka. Je ne l'ai même pas écouté, j'ai discuté avec lui. Ce n'est pas dans une émission. J'ai discuté avec lui, mais écoutez, oui, le président Noël se bat pour trouver les billets d'avion, pour trouver peut-être là où ils vont s'héberger. Ça ne doit pas être comme ça. Et puis derrière, les athlètes partiront, reviendront, retourner dans leur poulailler. C'est-à-dire, ils seront dans une situation précaire avant de prendre le vol pour aller en Australie. Tout le monde entier, leur village saura que leurs fils, leurs enfants sont partis en Australie. Ils vont revenir. Les dettes qu'ils avaient avant de partir vont les attendre. Ils vont revenir. Parce qu'en réalité, ils n'ont rien en partant, aucune promesse. Ils reviennent même rien. Donc moi je dis,
vous faites le football, vous faites le sport, vous faites le beach, mais vous montez, mais votre vie ne change pas. C'est-à-dire, comment dire, c'est quelqu'un qui a dit chanter à la télé ou bien voir quelqu'un à la télé n'est pas synonyme de réussite. C'est cela, en réalité. Parce que des gens sont dans des avions, ils vont, ils reviennent, mais ils n'ont rien. Vous allez les voir, ils sont sur Zémidian. Bien sûr. Avec des vieux casques que les Zémidians nous remettent. Et puis on va vous dire que c'est lui qui revient de l'Australie. C'est lui qui était ici. Donc moi je dis franchement. Et demain, on va dire oui, ils n'ont pas su gérer leur carrière. Ils ont eu quoi? C'est ça en réalité. Parce qu'aujourd'hui, nous insultons des fois. Bon, quand je dis nous, moi en tant que journaliste, je critique. Mais des fois, ça vire aux insultes quand on n'est pas dans le rôle de journaliste. On dit oui, mais écoutez, il faut d'abord trouver l'argent avant de faire Nyon ou Benyaï. Est-ce qu'ils ont eu l'argent, cet argent-là? La question reste posée. Voilà, c'est une alerte peut-être qu'on est en train de oui, lancer. On va dire que oui, que cette année, oui, le ministère a revu un tout petit peu la subvention aux fédérations, mais ce n'est pas de cette subvention-là qu'il faut permettre à ces joueurs d'aller en Australie. Non, ce n'est pas ce qui se fait avec le football. Mais attends, il y a les clubs togolais qui participent à des coupes continentales, non? Mais l'État ne les soutient pas. Mais quand on parle de l'équipe nationale, c'est l'État qui fait tout. C'est l'État même qui fait tout, qui doit vérifier l'argent, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a pris là. C'est l'État qui fait tout. C'est l'État qui tient l'argent. Les gens tirent l'argent et accompagnent les joueurs. Les joueurs. Des fois, quand ils gagnent, des fois, ils partagent l'argent là-bas. Des fois, dans les airs, en avion, ils partagent l'argent. Mais sauf que quand il s'agit des autres disciplines, franchement... Voilà. De toutes les façons, le manager général de la SCK, par exemple, a dit qu'il faut que l'État s'implique vraiment dans ces genres de compétitions. On prend par exemple en charge les billets d'avion, la restauration pour faciliter les choses au club togolais. Autre compétition qui fait parler d'elle depuis plusieurs années maintenant, et le Togo a eu la chance d'y participer une seule fois, c'est le CHAN, le championnat d'Afrique des Nations. Cette compétition a lieu actuellement en Tanzanie et en Ouganda, si on ne se trompe. Et au Kenya. Au Kenya, j'allais dire. Au Kenya. Enfin, trois pays. Oui. Tanzanie, Kenya, Ouganda. Voilà. Donc, oui, ça a bien commencé pour l'un des pays hôtes. Les Taifa Stars ont dominé les étalons 2-0. Mais on se demande pourquoi le Togo n'y arrive plus. Vous avez une explication pour ça? Le championnat n'est pas de bon niveau. Qu'est-ce qu'il se passe? Oui, c'est une question de représentation des championnats. Oui. En fait, c'est ça. Hein. Puisque c'est les joueurs locaux. Oui, le CHAN, mais le CHAN, c'est le baromètre des différents championnats. Et ça voudrait dire que nous avons un championnat qui n'a pas un bon niveau. Ça, c'est une hypothèse. Ce n'est pas une affirmation totale. Parce que quand vous voyez le Togo jouer, quand vous voyez nos clubs, des fois, on n'est pas aussi tellement mauvais. Alors, mais au-delà du championnat qui n'est pas aussi coté, il y a ce qu'on appelle l'organisation autour de ce championnat. Et quand on parle d'organisation, ne voyez pas seulement les tests qui sont souvent biaisés que la fédération fait. Quand on parle de... Qu'est-ce qui fait rire Grégoire? Quand on parle d'organisation, c'est tout un arsenal. Les infrastructures, les moyens et même les moyens qu'on met à la disposition de ces sélections nationales. Parce que quand on parle justement des sélections que l'État chérit, mais écoutez, c'est les éperviers d'Adebayor, c'est les éperviers aujourd'hui de Djenda Konam. Ouais. Parce que même quand ils gagnent des matchs inutiles, ils sont payés. Quand je dis, parce que le Togo nous a habitués à gagner des matchs inutiles. Ouais. La dernière journée, depuis un moment. La dernière journée des éliminatoires, on a gagné alors qu'on était déjà éliminé. C'est des matchs inutiles. Mais et ils ont reçu l'argent. Ils ont reçu l'argent. Avec Paulo Duarte, on a gagné le Cap-Vert. Souvenez-vous ici. Oui. C'est des victoires inutiles. Mais ils ont reçu de l'argent. Et donc, c'est les éperviers de Djenda Konam qui sont, voilà, dans de bonnes grâces. Mais les autres éperviers, quand on prend justement les locaux, le Togo s'est qualifié pour sa première compétition du CHAN en octobre 2019. Octobre 2019. Avec Abalo Doucet. Et c'était en terre nigériane. C'était en terre nigériane, à Agege Stadium. Alors, quand on a participé à cette compétition, derrière, qu'est-ce qu'on a fait pour que le Togo, désormais, puisse
être toujours à la phase finale. Qu'est-ce qu'on a fait? Rien. On n'a rien fait. On a continué de jouer le championnat. Oui, c'est là où on trouve les joueurs, non? C'est ce que je dis. En réalité, c'est quand vous avez un enfant qui quitte le CM2 pour la 6e. Mais écoutez, vous ne pouvez plus, en tout cas, continuer par lui donner les mêmes moyens comme s'il était encore au CM2. Parce que nous sommes aujourd'hui au CHAN. Nous avons réussi à être à la phase finale. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pourquoi on dit monter, ce n'est pas seulement le problème, mais c'est comment rester là où vous êtes monté. Nous sommes à la phase finale. Comment faire pour rester toujours à la phase finale? Qu'est-ce qu'on a pu faire? Rien. Et on prend un siège et on s'assoit. En réalité, on devrait chercher à savoir qu'est-ce qui a pu être les éléments, les indicateurs, les indices qui ont pu concourir à la qualification du Togo. Parce que après cette qualification, les Amachuchui, les Agbozo Kouloussé, les Aïgba Moubarak, les Ouro Agoro Ismaël, les Nan Richard, les Agoro Ashraf, les Chatakura Semiou. Voilà. Ils sont devenus quoi? Ils sont partis. Quand ils sont revenus, ils ont investi le continent. Chacun a pu trouver quand même un club un peu partout. Alors, ils sont partis, d'accord. Et derrière, qu'est-ce qu'on a pu faire pour avoir encore les mêmes noms qu'on a cités? On a renvoyé d'abord l'entraîneur qui a réussi ça. Voilà. Donc, moi, je dis en réalité, c'est cela. Quand on arrive à être à un niveau, comment faire pour maintenir le niveau là? Le Togo n'a pas l'expertise là. Bien. On n'a pas cette chose. Des fois, je me dis, quand on se qualifie, on énerve les autorités parce que comme c'est l'argent, qu'on oblige les autorités encore à sortir. Donc, moi, je dis en réalité, le Togo, aujourd'hui, on n'a pas véritablement encore commencé à faire le sport au Togo. Quelqu'un dit, CAN, vous ne jouez pas. Même CHAN, vous ne jouez pas aussi. On est où? C'est quelqu'un qui lui dit oui. Qu'est-ce qu'il se passe? Quand j'analyse le développement de l'ATIF, je parlerai encore de manque de volonté politique. Encore? Oui. Mais qu'est-ce que le politique vient encore chercher ou bien politique vient chercher? Écoutez, après le Cameroun, où le Togo a été, les compétitions qui ont suivi, les CHAN qui ont suivi, je crois que ça doit être la deuxième compétition de phase finale. Le Togo a été battu par le Niger au dernier tour. Bien sûr. Tout récemment, le Togo a été battu par le Niger au dernier tour. Mais comment se fait-il que c'est le même adversaire qui bat le Togo? C'est le même adversaire qui bat le Togo. Et le Togo n'a jamais trouvé les moyens pour barrer la route également au Niger. Non, avant, c'était le Nigeria. Oui, mais attends, le Togo a battu le Nigeria. Oui, pour se qualifier. Pour se qualifier. Oui. Mais les deux dernières compétitions, les deux dernières éliminatoires de ces CHAN, c'est le Niger. À Cotonou. Aruna Doula nous a montré le bâton. Ouais. Avec lequel il va nous frapper. Il nous l'a montré avant le match. À Cotonou et ensuite à Niamey. Qu'est-ce que nous on a fait? Donc, non, à Bamako. Oui, à Bamako. Ouais. Bon, que ce soit à Niamey ou à Bamako, c'est la même chose. Non, en fait, pour dire que c'est en terre étrangère qu'on a été éliminé. C'est ce que je veux dire. Le Niger n'a jamais joué chez lui à Niamey pour nous éliminer. Il nous a éliminés à Cotonou. Il nous a éliminés à Bamako. Voilà. Donc, moi, je dis, qu'est-ce qui a été fait? On a parlé tout à l'heure de ce champ Attends, quand on prend... Vous avez parlé tout à l'heure du niveau du championnat. Moi, je dis non, que ce n'est pas affaire de niveau de championnat. C'est quoi, si on veut parler de niveau de championnat, sans doute que ce sont les pays maghrébins qui allaient chaque fois remporter le championnat d'Afrique des Nations. Mais combien de fois le Maroc, combien de fois l'Algérie ou encore l'Égypte ont remporté le championnat? Les autres travaillent. Grégoire, en réalité, là-bas, ça s'explique. Oui. Non, mais j'en viens. Je voudrais faire un développement. Ce qui veut dire que ce n'est pas forcément le niveau du championnat, mais il faut aussi une volonté au niveau donc des premières autorités de ce pays-là. Ce n'est pas de dire que oui, vous êtes allé, vous êtes revenu, il faut encore aller. On y va comment? Avec quel accompagnement? C'est tout ça qui rentre. Vous avez vu les filles, quand nos filles sont allées au Maroc, elles sont revenues. Par après, est-ce que le Togo était à la dernière Coupe d'Afrique des Nations des dames? Non. Donc, ce qui veut dire que, quelque part, il y a quelque chose qui manque. Mais quel soutien donne-t-on véritablement à ce football-là? Quand on prend ces filles-là, quand on prend ces locaux. Nous parlons tout à l'heure des clubs qui doivent représenter. Les clubs-là, ce sont ces clubs-là qui fournissent ces joueurs-là à l'équipe nationale. Mais quand ces clubs-là ont besoin donc de soutien de l'État pour participer aux coupes continentales, l'État est absent.
Voilà un peu ce qui se Il y a beaucoup de choses à faire. Grégoire, Grégoire a parlé de niveau. Moi, je pense, oui, c'est pourquoi j'ai relativisé. J'ai dit c'est une hypothèse. Voilà. Ou ça, peut-être, c'est l'expression. Ou soit c'est le niveau des championnats, ou soit c'est le niveau des joueurs, c'est-à-dire de nos joueurs. Mais quand vous prenez les championnats maghrébins, ça s'explique pourquoi le Maghreb a du mal, même si oui, on sait que le Maroc a déjà quand même remporté la compétition. Avec les Ayoub El Kaabi, c'est là-bas qu'il a été révélé. Le problème au niveau du Maghreb, c'est que le Maghreb absorbe quand même les joueurs venant de l'Afrique noire. Et ces meilleurs joueurs de l'Afrique noire viennent rehausser le niveau, même les Marocains sont même capables même d'acheter même des joueurs venant des autres continents. Et le championnat est hyper élevé. Voilà pourquoi ils arrivent à gagner la Ligue des champions africaine. Mais lorsqu'on parle du CHAN, ces joueurs-là qui viennent rehausser le niveau des championnats maghrébins ne peuvent pas jouer pour les clubs maghrébins, les sélections maghrébines. Voilà. Ça fait que, oui, ces sélections ont du mal avec le CHAN. Maintenant, quand vous prenez aussi d'autres pays, parce que le règlement ne permet pas que quand vous jouez au Bénin, vous puissiez revenir jouer, si vous êtes Togolais, venir rejouer. Entre-temps, on a eu dire que la CAF a revu les tests. Oui, sauf qu'ils y pensent, c'est ce qu'ils disent. Ça n'a toujours pas été pas encore en application. Pour permettre, par exemple, à certains joueurs qui sont, par exemple, les Tchakei Marouf qui évoluent au niveau de la Tanzanie, de pouvoir, par exemple, revenir, parce qu'on parle du CHAN, c'est des joueurs évoluant sur le continent, mais sauf que pour l'instant, c'est des joueurs seulement évoluant au pays qui peuvent jouer. Et ça fait que nous, nos joueurs qui jouent au pays ici, je me dis, peut-être pour contourner ce que tu dis, peut-être que c'est nos joueurs qui n'ont pas le niveau. Peut-être que le championnat n'est pas aussi mauvais parce que dans notre championnat aussi, il y a des Nigérians qui ont même des brassards ailleurs. Quand vous prenez Shima Moses, le capitaine de Semassi, c'est un Nigérian. Il n'a jamais été togolais. Mais il joue le championnat togolais. Ils sont nombreux un peu partout. Bien sûr. Ça suppose que ou soit c'est nos joueurs qui n'ont pas le niveau, nos joueurs qui sont dans notre championnat, ou soit c'est le championnat qui n'a pas le niveau, c'est l'un ou l'autre quoi. Voilà, donc ça veut dire que le chantier est immense et il va falloir travailler, prendre, on va dire, les choses avec beaucoup plus d'organisation et de sérieux, de rigueur surtout. Enfin, il a commencé le championnat féminin de football de première division ce week-end avec des matchs dans la poule A et dans la poule B. Et oui, on a les résultats de certains matchs disputés ce week-end. Et là, on va voir un peu les résultats qu'on a eus. Alors, on va dire tout simplement que oui, ça commence bien pour l'AS OTR. L'AS OTR qui a gagné face à Ahé Football Club 3-0. Et l'on va voir tout de suite la réaction de Rebecca Amignon. C'est les aspects de jeu qui comptent. Moi, je voudrais voir le ballon rouler plus que ça, avec des aspects de jeu très effrayants. Effrayer l'adversaire. Et là, ce soir, ça n'a pas vraiment été le cas. J'ai eu seulement quelques joints essentiels. Pour le moment, c'est les 3 points en attendant les autres matchs. Cette saison, faute de moyens, on n'a pas de grandes ambitions. Pour l'instant, on fait avec les moyens de bord. Mais chemin faisant, si on nous donne quelques moyens, on peut quand même envisager. Mais pour le moment, on joue le maintien en attendant. Par manque de moyens, on n'a pas aussi vraiment les joueuses adéquates pour faire le championnat. Et c'est pour ça que je dis on fait avec le moyen de bord. Mais je me contente de cet effectif. Je me dis, si on travaille beaucoup, on peut quand même faire les 7 matchs en aller et les 7 matchs aujourd'hui. Rebecca Amignon, l'entraîneur de la SOTR. On va mettre un peu entre parenthèses le championnat féminin et on va ouvrir les parenthèses et les refermer après. On a en ligne Olufade Adekami. Actuellement, il doit être l'homme le plus heureux du monde parce que là, il a réussi à ramener tout de suite Semassi en première division nationale de football. Olufade Adekami, bonjour. Bonjour Sport FM, bonjour chers auditeurs, bonjour Franck. Alors, comment vous sentez-vous? Mais comme tu viens de le dire, je suis le plus heureux parce que j'ai réussi mon défi et mon objectif personnel aussi. On a comme... Oui, allez-y. Oui, je pense que vraiment ça n'a pas été facile, mais bon, chose faite quoi. Merci. Alors, on a comme l'impression qu'il y a une connexion entre vous et le club de Semassi. Racontez-nous.
Oh, je pense que vous savez très bien que c'est vrai qu'il y a une relation particulière entre moi et Semassi. Parce que déjà, mon passage par le passé en 2016, 2017, 2017, 2018, j'ai fait de bonnes choses ici. Je pense que déjà, il y a un lien qui est là entre moi et Semassi et les supporters. Pour moi, c'est pour cela mon retour ici à Semassi. C'est vrai que ça n'a pas été facile, ça n'est pas facile comme ça a été par le passé. Mais bon, quand on aime quelque chose, on met tout pour aider la chose. Je pense que c'est ce que j'ai essayé de faire. C'est tout. Ouais. Entraîneur de Semassi, ce n'est pas souvent évident, même si vous connaissez la maison. Le club est très exigeant. Nous ne parlons même pas des supporters. Quand on est entraîneur de Semassi, on n'a pas droit aux défaites. Alors, comment ça s'est passé cette fois-ci? Étiez-vous sûr de pouvoir réussir, de pouvoir ramener les guerriers tout de suite en première division? Vous savez très bien, chaque entraîneur aime bien le défi. Parce que c'est pendant le défi que tu peux évoluer aussi. Et puis savoir ce que tu peux faire, ce que tu ne dois pas faire. Tu sais très bien que tu n'as pas droit à l'erreur. Tu vas mettre tout la chance de ton côté pour pouvoir réussir le pari. Pour moi, je pense que comme je suis un entraîneur aussi qui est exigeant envers mes joueurs, je pense que les supporters sont exigeants. Moi aussi, je suis exigeant. Je pense que entre nous, on s'est retrouvés pour pouvoir vraiment travailler bien ensemble. Pour moi, je pense que avec Semassi, c'est vrai que les supporters sont vraiment très, très exigeants. Mais bon, pour moi, c'est un défi pour moi parce que déjà, accepter de revenir en deuxième division avec eux et puis les ramener en première division, c'est vrai que c'est pas un défi facile, mais bon, je pense que j'ai les moyens j'ai l'expérience pour moi, je pense que c'est ça qui a joué à ma faveur pour pouvoir monter l'équipe en première division. Alors, vous vous êtes préparé pour jouer en division d'élite, mais finalement, c'est en D2 avec rien que des derbies. Quand on prend Koroki, quand on prend l'US Koza, quand on prend Kakadel, quand on prend tous les autres clubs, rien que des derbies là-bas. Comment est-ce qu'on peut gérer une telle situation difficile? On peut dire même des situations chaudes. Ouais, bien sûr que déjà Semassi, c'est une équipe à battre. Toutes les équipes qui rencontrent Semassi, ils veulent tous gagner Semassi. C'est ça que je dis, c'est ça qui est bien avec Semassi, parce que toi, en tant qu'entraîneur qui entraîne Semassi, tu sais que tu as des derbies à jouer. Chaque match, c'est une finale pour toi. Ça veut dire, chaque temps, tu dois vraiment être concentré et savoir ce que tu fais pendant les entraînements, où tu veux aller, avec quel joueur tu peux y arriver à gagner les défis qui sont devant toi, ou bien les matchs qui sont devant toi. Pour moi, je pense que c'est vrai qu'au début, on devait jouer en première division. À la fin, ils ont décidé que c'est moi qui devais jouer en deuxième division. J'ai eu la chance quand même d'avoir les mots justes pour pouvoir convaincre les joueurs qui ont resté avec moi. C'est vrai que c'est des joueurs expérimentés et je pense que j'ai essayé de faire le mélange qui a fonctionné. Dès l'entame directement, c'est vrai que ça n'a pas été facile pour les convaincre parce que c'est les joueurs qui ont un peu le nom aussi en première division. Si on prend Moses, Shima, Yacoub Noureddin, il y a pas mal de joueurs qui ont joué en première division. Je pense que pour les convaincre à rester avec moi en deuxième division, ça n'a pas été facile. Mais ils ont accepté de faire ce pari-là avec moi. Pour moi, je pense que le mélange que j'ai pu faire, ça m'a donné un peu de force et puis un peu plus d'avance sur les autres clubs. Et au moment, le niveau de l'entraîneur aussi a beaucoup joué à ma faveur parce que aujourd'hui, quand vous voyez tous les entraîneurs qui sont en deuxième division, je peux dire que je suis le plus expérimenté parmi eux tous et qui a plus de bagages que tous les entraîneurs là. Je pense que tout ça là, j'ai essayé de mettre toute la chance de mon côté pour pouvoir vraiment réussir ce pari-là. Avez-vous eu à un moment donné à douter parce qu'il y a eu quand même 2 défaites à un moment donné? Non, j'ai pas douté. Pourquoi douter? Parce que je sais très bien que pendant toute la saison, c'est pas tous les matchs qu'on va gagner. Il y aura des moments où les joueurs vont un peu flotter. Mais bon, ça peut arriver, c'est normal. Tout ça là, c'est pendant les erreurs qu'on peut aussi corriger nos erreurs. Parce qu'il vaut mieux que ça arrive à ce moment-là pour qu'on puisse vraiment corriger ce qui n'a pas été
pour qu'on puisse vraiment arriver là où on est aujourd'hui. Supposons que pendant les playoffs, on fait des matchs comme ça. Ça va être difficile pour nous. Pour moi, je pense que c'est bien arrivé au moment, un bon moment, pour qu'on puisse vraiment corriger ce qui n'a pas marché. Et c'est là où nous-mêmes, on voit qu'en tant qu'entraîneur, on doit faire vraiment l'autocritique de nous-mêmes pour pouvoir corriger ce qui n'a pas marché, pour que les matchs qui vont suivre, on puisse vraiment continuer à gagner des matchs. Oui, on sait que sur les 3-4 dernières saisons, Semassi a eu du mal à être stable à tous les niveaux. Problème d'argent, problème administratif. À votre arrivée, est-ce que vous avez pu aplanir tout ça, toutes ces difficultés? Ou bien vous avez géré? Pour le moment, on aura le temps de parler de ça parce que vraiment, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été du tout facile. Parce que aujourd'hui, financièrement, c'était très difficile. Très difficile. Mais bon, pour le moment, on est en train de gérer avec les dirigeants, on verra bien. Mais pour le moment, je ne peux pas parler de ça. Pour le moment, je cache ça pour moi. Et en tout cas, ça n'a pas été facile. Vraiment, ça a été très difficile. Ça a été très difficile. Ouais. Alors, vous avez votre retour en division d'élite maintenant. Et la cerise sur le gâteau, c'est le titre au niveau de la deuxième division saison 2024-2025. Qu'est-ce que ça vous fait? Ça fait toujours plaisir d'être couronné parce que déjà, être champion, c'est un truc de plus sur notre CV. Parce que déjà, quand on écrit, oui, on a monté en première division, mais bon, il n'y a pas, maintenant quand on parle de palmarès, c'est autre chose encore. Vous comprenez? Maintenant, si on dit champion de la DD, ça donne plus de valeur. Mais pour moi, je pense que c'est très important pour moi d'être champion de la deuxième division et la montée, tout ça, vraiment, c'est super. Et pour moi, sans vous mentir, j'ai gagné encore plus d'expérience. C'est vrai que je n'ai jamais fait la D2, mais vraiment, ça a été vraiment une saison bénéfique pour moi. Ça va beaucoup m'aider aussi à voir aussi comment on appelle le football autrement. Parce que la deuxième division, c'est pas du tout facile. Vous pensez déjà à la prochaine saison, le retour en première division? Il y a des choses à faire rapidement. Que dites-vous? Pour le moment, je ne sais pas encore, parce que comme je viens de le dire, il y a beaucoup de choses à corriger. Et si les choses se sont bien passées, il n'y a pas de problème. Je pense que je continuerai l'aventure avec Semassi. Mais bon, on a beaucoup de temps encore pour pouvoir discuter, pour voir si on peut vraiment remettre les choses vraiment bien, pour que vraiment en première division, les choses se passent très bien. Pour moi, je pense que vraiment il faut qu'on rediscute, voir vraiment ce qu'on doit faire. Si les choses sont vraiment positives, pourquoi pas ne pas continuer l'aventure avec Semassi. Vous avez été heureux en entraînant Semassi? Très heureux. Et puis j'ai la chance d'avoir des supporters qui sont vraiment magnifiques, qui sont toujours derrière. Hein. Vous savez très bien que dans le football, les 12e hommes sont très importants. Ça, vraiment, je ne fais qu'à leur féliciter, à les encourager à continuer comme ça avec Semassi. Et entre moi et eux, c'est une question d'amour. Hein. Entre moi et les supporters de Semassi, c'est une question d'amour. Vous comprenez? Pour ça seulement, c'est ça qui m'a poussé vraiment à décider à laisser le club de première division pour venir aider vraiment le club à remonter. Vous comprenez? Oui. Vraiment, je ne sais pas comment le qualifier ça. Entre moi et les supporters, vraiment, c'est une question d'amour. Vraiment. Vous allez poser des conditions avant de continuer? Si elles ne sont pas respectées, vous partez? Oui, bien sûr. Franck, comme je disais, ça n'a pas été facile. J'espère que vraiment, eux-mêmes, ils vont faire ce qu'il faut pour que vraiment, ils sont maintenant en première division. Ce n'est plus comme on joue à Sokodé et Kara seulement. Maintenant, il faut voyager, il faut aller à Nero, il faut maintenant aller à, comment on appelle, à Palimé, il faut aller à Lomé à plusieurs reprises. C'est beaucoup d'argent, beaucoup de dépenses aussi. Hein, c'est pas comme on joue presque la moitié des matchs à Sokodé et à Kara seulement. Maintenant, on a besoin vraiment des moyens. Maintenant, si vraiment il arrive à faire sortir, à s'en sortir avec l'argent, ok. Parce que le football d'aujourd'hui, c'est l'argent. Ouais. Que voulez-vous dire avant de partir? Je profite de cette occasion pour vraiment féliciter tous les supporters, les dirigeants,
équipes-là en première division, de loin, de près, ceux qui sont dans l'ombre, qui nous ont vraiment aidés. Et vraiment, cette montée-là, c'est pour eux. Je leur dédie ça, quoi. Vraiment, que l'amour qui est entre nous, que ça continue à grandir. Et j'espère qu'on va faire grand chose ensemble. Merci beaucoup. Beaucoup de courage, Oloufade Adekami. À très bientôt. Merci beaucoup, Franck. Merci, tes auditeurs. Ok, à très bientôt. À très bientôt. Voilà. Bye. Oloufade Adekami, le coach de Semassi. Et parenthèse fermée maintenant, on rappelle rapidement les résultats. On parlait de ce 3-0 de la SOTA devant Arrêt Football Club en inaugural Winagirl, qui finalement ne gagne presque pas, a perdu face à la Barracuda 0-2. Et puis le dernier match de cette poule A, c'est l'US Amou et Entente qui font 0-0. Elles sont devenues des loser girls. Vraiment, peut-être il faut changer de nom. Oui, parce que il faut pas honneur. Elles ne font pas honneur à... Doumbé, 3 fois dans 3 et c'est Massi balayé par Asco, 1 contre 5 et puis Koroki et fait jeu égal face à Unisport. Voilà donc les résultats dans la poule A et B de la première journée du championnat féminin. Voilà, ça doit être intéressant avec des favoris. Déjà, on peut le dire, Asco par exemple, et elles sont au TR ou bien c'est trop tôt? Oui, bon, Asco, voilà, a profité du fait que voilà, il n'y avait plus personne à se coder pour aller. Voilà, ils sont tous partis pour aller faire une casse. Les joueuses aussi sont parties là-bas. Non, mais les joueuses étaient seules. Tout le monde a été attapamé, donc ils sont allés. Bon, c'est juste pour, pour faire rire, pour dire que oui, par cette victoire, parce que vous savez, c'est le derby. Hein, le derby, c'est vrai, il y a d'autres derbys quand vous allez prendre Fouadan et Doumbé. Oui. Mais les deux équipes qui sont en vue, c'est Semassi et Asco. Et si Asco vient déjà battre Semassi à domicile 5-1, voilà, Asco, quand même, qui est d'ailleurs championne en titre, confirme déjà tout le bien qu'on parle d'elle ou bien qu'on pense d'elle. Maintenant, à SOTR, en réalité, naturellement, ça doit être aussi l'autre favori ici. Maintenant, oui, ce n'est que la phase aller, hein, lorsque ce n'est que le premier match. Et je ne sais pas si déjà les portes des recrutements sont fermées. N'oubliez pas que la saison dernière, Atleta a mal commencé comme ça, mais derrière, on a vu une équipe qui s'est reprise. Mais pour dire que ce championnat, je me dis, voilà, c'est comment on joue, c'est encore en play-off comme ça se joue ailleurs. Personne ne monte, personne ne descend. Je ne sais pas comment ça se joue parce que chaque année, lorsque pour la saison dernière, c'était dit que les dernières équipes de chaque poule devraient descendre. Sauf que voilà, aucune équipe n'est descendue. La deuxième division n'a jamais été jouée, même si depuis un moment on la programme. Je me dis la fédération ne respecte plus ses engagements vis-à-vis de cette compétition. Voilà pourquoi je me dis, quand quelque part on dit que oui, c'est seulement 2 ou peut-être on a dit c'est 2 qui tombent ou bien c'est 4 ou bien c'est 16 en 2-1. Je me dis, puisque la fédération ne respecte pas ses engagements, je ne vois pas qui ça va déranger. Ainsi, la fédération aussi dit, bon voilà, c'est désormais à 20 qu'on va jouer la première division. Et au niveau du football féminin, c'est devenu une récréation où voilà, on dit ceci et à la fin, on fait autre chose, malheureusement. Mais ça a commencé, j'espère que cette année, on ne sera plus à la récréation. La récréation, c'est un championnat qui nous montre un peu de tout. On annonce des choses qu'on ne fait pas. Et puis, voilà, c'est compliqué oui. Moi, je ne sais même pas pourquoi on parle encore de championnat de D1. On doit parler de quoi? Championnat féminin. Championnat féminin, normalement. Il faut sortir cette histoire de D1. Parce qu'à la fin, il n'y a pas de relégué. Il n'y a aucun club. Nous prenons Winagirls. Chaque saison, cette équipe encaisse plus de 50 ou 60 buts. Mais ne gagne pratiquement jamais. Ne gagne pas. Mais quand la saison reprend, vous allez voir la même équipe en première division. Mais de quel championnat parle-t-on? Non, mais sincèrement, ce n'est pas sérieux.
Donc moi, je préfère qu'on dise championnat féminin. On sait que c'est pour certains clubs qui sont là parce qu'on n'organise pas de championnat de deuxième division, mais on organise quand même un championnat ou bien une compétition pour les U17 en ce moment. Alors que ce sont les mêmes joueuses-là qui vont se retrouver dans 7 ans de formation, qui vont jouer la deuxième division. Mais on n'organise pas de championnat de deuxième division. Maintenant, ça a démarré, oui, parce qu'après plusieurs reports, finalement, ça a démarré. Oui, ça a démarré pourvu que ça y a à sa fin. Qu'à la fin, qu'on retrouve cette équipe-là ou bien ces équipes-là qui vont sortir pour les playoffs. Si, bien sûr, il y aura playoffs parce que, on savait, la saison dernière, c'est ce qui a été dit, que les trois, tout d'abord, la saison surpassée, c'était dit que les 2 premiers de chaque poule devaient se retrouver pour un championnat, mini-championnat entre 4, mais finalement, c'est les premiers qui se sont retrouvés pour une finale à Tapamé, remportée donc par Amis du Monde entre-temps. Ensuite, la saison dernière, c'était dit qu'il y aura 3 par chaque zone pour jouer les playoffs, c'est-à-dire en aller-retour. Mais finalement, ça a été playoff en aller simple. On a regroupé toutes les filles à Lomé. Et finalement, c'est Asco qui est sorti championne. Cette année, pour le moment, rien n'est dit. Quant à l'issue, justement, de cette compétition, aujourd'hui, on comprend qu'on joue juste pour dégager cette équipe-là qui va représenter le Togo dans le tournoi UFOA B des qualifications pour la Ligue des Champions. C'est juste pour cela qu'on joue ce championnat-là. Sinon, il n'y a pas d'objectif en tant que tel pour ce qui concerne cette compétition. Ça a démarré, on a vu Asco battre Semassi. Moi, je suis un peu surpris par la victoire aussi écrasante de l'SOTR sur Ahé, parce que Ahé, en dehors de l'entente 2, ou bien Apache qui est devenu entente 2, en dehors de Atleta ou encore de la SOTR, AFC reste cette équipe-là qui bouscule beaucoup plus la hiérarchie. Mais je n'ai pas compris parce que l'entraîneur a essayé d'expliquer. Oui, c'est vrai. Il y a des joueuses aussi qui sont parties parce que quand vous prenez cette équipe, il n'y a que la gardienne actuelle, la gardienne actuelle de l'équipe nationale. Sophie. Sophie Ato, qui reste la titulaire, parce que Rengaki est parti, d'autres aussi sont partis. Donc vous comprenez que c'est des difficultés pour cette équipe-là. Et là, la SOTR a profité donc de cette occasion pour quand même bien démarrer. Maintenant, on attend ce que la suite va donner. Voilà, on espère que ça va bien se faire et aller jusqu'au bout. Et les règles de départ ne seront pas bousculées, changées en pleine compétition après. Voilà, Latif Yorouma, merci d'avoir été là. Grégoire Attignon, merci. Sœur Fonelom, merci pour la vidéo. Olivier Koudjo, ok, merci. À très bientôt.